Bonjour à tous, vous devenez de plus en plus nombreux à nous suivre sur La Voix du Sud. Merci de votre fidélité, voici les titres de l'actualité. À Ziguinchor, c'est un malaise qui gagne les structures sanitaires. C'est l'objet de la sortie des travailleurs de la santé. L'intersyndicale dénonce des dysfonctionnements dans les hôpitaux et postes de santé de la région. Pendant ce temps, les opérateurs économiques exigent l'abrogation du décret confiant la gestion du port de Ziguinchor au port autonome de Dakar, une sortie soutenue par la société civile. Plan Diomaye pour la Casamance, l'ANRAC et ses partenaires étaient en visite de chantier dans la commune de Djibidjon où un projet de reconstruction de l'école de Nialé est en cours. On fera également le point avec Alassane Diédiou. Et puis à Dakar, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade a été officiellement installé dans ses fonctions de chef d'état-major général des armées. On retrouvera dans un instant Arabia Diatta. Actualité internationale et des sports au menu de cette édition. Merci à tous et bienvenue. Je l'annonçais tantôt à Ziguinchor. C'est un malaise qui gagne les structures sanitaires. C'est l'objet de la sortie des travailleurs de la santé. L'intersyndicale dénonce des dysfonctionnements dans les hôpitaux et postes de santé de la région. Une situation insoutenable selon son secrétaire général Simon Faye, dont les propos ont été recueillis par Sirou Sadio. Les intersyndicales des hôpitaux de la paix de Ziguinchor, hôpital régional de Ziguinchor et du district sanitaire de Ziguinchor tient à informer l'opinion publique nationale et internationale et les autorités de ce pays sur la situation insoutenable que vivent les structures sanitaires de la région en ce début d'année 2026. Le rôle premier d'un point de presse est d'offrir des soins de qualité aux populations. Et pour assurer ce service public, ces structures ont besoin de moyens matériels, financiers et financiers et humains. Un manquement à ces fondamentaux entraîne un dysfonctionnement dans la gestion de la structure, une rupture de soins et une démotivation du personnel. Les deux hôpitaux n'ont pas encore reçu la dernière tranche de la subvention d'exploitation de l'année 2024, communément appelée T4, provenant de l'État. Le district de Ziguinchor n'a pas encore reçu les fonds de dotation de la commune qui devraient être versés depuis le mois de novembre 2025. Avec cette période de baisse des recettes et des difficultés de trésorerie au niveau des structures, ces fonds servent toujours à régler la dette des fournisseurs pour parer à d'éventuels blocages de commandes, de rupture d'intrants et de pouvoir payer les arriérés d'indemnités et de primes aux travailleurs. Aussi, la première tranche de la subvention d'exploitation de l'année 2026 n'a pas encore été versée aux hôpitaux, que ce soit la paix, que ce soit régional de Ziguinchor. Et l'inquiétude principale est que les montants alloués à ces structures ne puissent être ou bien ne sauraient être revus à la baisse. Cela pourrait avoir une répercussion catastrophique sur la gestion de l'année en cours. Mais aussi, le reliquat de la subvention spéciale de l'année 2025 dont bénéficie le centre hospitalier régional de Ziguinchor tarde à être versé. Depuis un certain temps, l'État du Sénégal ne donne plus de budget de consolidation d'investissement, communément appelé BCI, aux structures sanitaires. Et ceci démontre que la santé n'est pas la priorité de ce gouvernement. Ces fonds servent à l'achat du matériel médical pour relever le plateau technique et médical des structures qui disposent d'équipements classiques et vétustes. Par ailleurs, le rejet des factures des EPS pour la prise en charge des fonctionnaires de l'État via les imputations budgétaires cause un énorme manque à gagner de plus de 100 millions de nos francs pour chaque hôpital. Nous demandons le règlement dans les plus brefs délais des factures issues des actes relevant des prises en charge avec les lettres de garantie et imputations budgétaires. En nota bene, les tarifs des lettres de garantie IPM et autres tiers payants sont basés sur une réalité spécifique différente de ceux du particulier à ses frais, PAF, et de la tarification
de prestations utilisant comme lettre de garantie les imputations budgétaires. Fausse complètement les prévisions budgétaires basées sur l'ancienneté. Ce sera un manque à gagner énorme pour les structures. En plus de l'octroi des subventions et fonds de dotation aux structures de prise en charge des populations dans leurs besoins de santé, l'État devrait doter à ces structures d'équipements lourds de dernière génération, tels que l'IRM. Avec un plateau technique relevé, 2 hôpitaux pourront être érigés en hôpital de niveau 3. Sans oublier la promesse du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de doter la région de Ziguinchor d'un EPS de niveau 4. Au-delà de ces constructions et équipements, le personnel est le principal fournisseur au sein de ces structures. Une fois que l'on observe un retard de paiement de salaire, d'indemnité ou de prime d'intéressement, forcément, il y aura une répercussion dans la prise en charge correcte des patients. C'est ce que nous constatons à pareil moment. Un retard de 6 mois pour le paiement par l'État des augmentations de salaire des contractuels des hôpitaux au vu du protocole d'accord entre l'État du Sénégal et les syndicats de la santé. Aussi, nous constatons depuis peu une disparité dans l'octroi des primes et indemnités entre hôpitaux et pour un même système de santé. Tous les agents de santé ne bénéficiant pas de l'indemnité de logement, nous demandons une équité de traitement des travailleurs de la santé et de l'action sociale conformément aux termes du pacte national de stabilité sociale. Nos travailleurs qui vont à la retraite ont du mal à percevoir leur pension de retraite du fait du non-reversement des cotisations par employeur à l'IPRES. Nous sollicitons de l'État du Sénégal un épongement. Un CRD pour exposer les résultats d'études de la situation de reclassement social de certains villages a eu lieu cette semaine. Les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue des échanges avec les autorités administratives. Reportage avec Ange Sambou. Le gouverneur de la région de Ziguinchor a présidé ce jeudi 19 février 2026 un CRD sur la situation des ex-villages de reclassement de Tebi et de Djibelor. Cette rencontre qui a réuni autorités administratives, politiques, sociétés civiles, partenaires financiers, services techniques et acteurs de développement a été pour les acteurs concernés une occasion de se pencher sur les conditions de vie des habitants des villages précédemment cités qui semblent être abandonnés à eux-mêmes malgré l'abrogation en 2023 de la loi 7603 de 1976 qui les a réduits au statut de village de reclassement social à cause du traitement de la maladie de la lèpre. Ces villages ont été érigés suivant la loi 7603 comme étant des villages de reclassement dans le cadre de la lutte contre la lèpre. Et c'est par la suite en 2023, par la loi 2023-04, que cette même loi a été abrogée. Ce qui veut dire nécessairement qu'il y a changement de situation de ces personnes, de ces communautés vivant dans ces villages. Et c'est pour cette raison justement que le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, en rapport et par le biais de la Direction générale de l'Action sociale, a mis en place un programme important dénommé Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre et leurs familles. Venu de Dakar, le directeur de l'action sociale est pour sa part revenu sur les objectifs et résultats de la mission d'études et d'enquête qui l'a conduit conformément aux directives du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le tout basé sur la vision Sénégal 2050. L'abrogation de cette loi ne saurait être interprétée comme un désengagement de l'État. Bien au contraire, elle s'inscrit dans une dynamique de transformation systémique, comme je viens de le dire, portée par la vision Sénégal 2050. La mission que nous venons de clôturer a permis d'identifier de manière concertée avec les populations, évidemment, les préalables indispensables à sa mise en œuvre. Il s'agit de la clarification du cadre institutionnel et des responsabilités après l'abrogation de la loi 7603.
Visiblement satisfaits de la tenue des discussions qui ont porté sur la situation de leurs villages respectifs, des décisions prises par les autorités, des recommandations faites par les services techniques et les engagements renouvelés par les partenaires, les chefs de village de Tebi et de Djibélor ont à tour de rôle exprimé leurs préoccupations de voir leur situation sociale évoluer et les difficultés liées au foncier, à l'électrification, aux structures de santé, à l'éducation et à l'eau devenir bientôt de vieux souvenirs. La situation de Djibélor, nous l'avons dit ici tantôt, elle est très très précaire. Parce que Djibélor étant une léproserie à son temps, après est devenu un village de reclassement social. Cette loi-là est abrogée et depuis son abrogation, il n'y a pas eu de suivi. Donc aujourd'hui, ce CRD-là nous rend heureux parce que nous sentons aujourd'hui vraiment que l'État s'engage à accompagner les villages dans leur... Ce n'est pas du tout facile ce qu'on a vécu, ce n'est pas du tout facile. Pendant 47 ans, c'est ce programme qu'on parle aujourd'hui, c'est la loi qu'on a abrogée. Tout ce qu'on a dit était prévu dans cette loi-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Pendant 47 ans, aujourd'hui, on vient nous dire, nous allons vous le faire sur 5 ans. On leur croit, on n'a pas le choix, mais nous attendons la réalisation. C'est ça qui est important. En attendant de voir les conclusions issues de cette réunion portée du fruit, une invite a été faite aux habitants de Tebi et de Djibélor à se départir des considérations et isolements anciennes qui les empêchent d'intégrer la société et de s'affirmer dignement. Je l'annonçais également, les opérateurs économiques exigent l'abrogation du décret confiant la gestion du port de Ziguinchor au port autonome de Dakar. C'était lors d'un point de presse, la sortie tenue par la société civile. Madia Diop Sané, le coordinateur du mouvement Vision Citoyenne, a réagi au micro de Amadou Goudiaby. À vous dire, nous sommes là devant le port de Ziguinchor et vous avez vu derrière, on dit port autonome de Dakar. Oui, sur les affiches, vous avez dû voir port autonome de Dakar. Cela n'est dû tout simplement qu'à un décret impopulaire, à la limite un décret impertinent du président à l'époque Macky Sall, qui a signé un décret le 21 février 2023 pour dire, dans ce décret-là, il est dit, décrète, article 1er, l'État du Sénégal confie à la Société nationale du port autonome de Dakar la gestion de tous les ports publics. C'est ce décret-là qui nous a poussé aujourd'hui à faire une sortie pour dire que ceux qui sont au pouvoir nous ont dit Djoubanti. Et on ne peut pas comprendre que Macky Sall signe un décret depuis 2023 et que c'est malheureusement cette année ou l'année dernière que ce décret a été appliqué. Pourquoi quand Macky Sall avait signé ce décret n'a pas fait l'objet d'applicabilité? C'est parce que c'est un décret impopulaire, c'est un décret impertinent. On ne peut pas vouloir téléguider et de l'autre côté rester à Dakar pour diriger Ziguinchor. C'est impossible. On a vu le directeur, le président de la chambre de commerce de Kaolack, notamment le sieur Mboup, contester ce décret-là. Et aujourd'hui, c'est au tour de Ziguinchor de contester ce décret. On n'est pas à l'époque coloniale où les colons vont être de l'autre côté pour diriger ce qui se passe ici. On ne peut pas l'accepter. Et on vous dit, ce décret, il est impopulaire. Et nous demandons au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de mettre fin à ce décret-là. Parce qu'on ne peut pas être de Dakar pour Piloto Ziguinchor. Le port autonome de Ziguinchor, le port fluvial de Ziguinchor doit être géré par la chambre de commerce. Si c'est un décret, on attend d'étudier pour voir son applicabilité. Est-ce qu'il y a une pertinence? Mais si vous prenez les ports fluvial de Kaolack, le port fluvial de Ziguinchor, le confier au port autonome de Dakar, ça pose énormément de problèmes. Après des années marquées par les déplacements liés au conflit, les villages de Nialé et de Guinea Gilakunda dans la commune de Djibidjon se retrouvent peu à peu dans le cadre du programme Plan Diomaye pour la Casamance. L'ANRAC et ses partenaires ont effectué une visite de chantier dans cette localité où un projet de reconstruction des salles de classe est en cours. Reportage avec Alassane Guédiou. Dans le cadre de sa mission de relance des activités économiques et sociales de la Casamance, l'ANRAC a effectué une visite de chantier dans la commune de Djibidjon afin de constater l'état d'avancement des constructions des écoles de Nialé et de Guinea Gilakunda, financées par la Fondation Hollande dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Ce que j'ai vu me réconforte.
pour des travaux qui ont démarré depuis mi-décembre. Aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes à une phase de finition. Cela veut dire que les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour construire un CM de 6 salles de classe, ici à Nialé, des sanitaires de 11 blocs, en tenant compte également du genre, des blocs pour les jeunes filles, mais également pour les personnes à mobilité réduite. Mais ce qui me réconforte le plus, c'est la salle informatique qui est là, au niveau de ce CM. Et si vous voyez le modèle, c'est un CM à étage, dans un milieu rural. Pourquoi? Parce que le CM de Nialé, pour la 3e année consécutive, fait du 100% en BFM. Il a rappelé que c'est sur instruction du président Diomaye et de son homologue gambien Adama Barrow que la Fondation Hollande a commencé à intervenir dans le Nord Sindian. Le président Adama Barrow a demandé à son ami et frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que la Fondation Hollande puisse, dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, intervenir en Casamance. Quand on venait, on avait trouvé juste cet abri provisoire et ces quelques salles de classe. On a été aussi également après à Djiné à Djinakunda, un logement pour les enseignants. Et ce même modèle va être construit également au niveau du village de Djiné à Djinakunda que nous allons très bientôt visiter. Et ce qui me réjouit le plus dans ça, c'est que ces infrastructures éducatives vont être équipées de points d'eau, de panneaux solaires et tout ce qui a comme commodité pour permettre à ces jeunes de pouvoir avoir étudié dans les meilleurs standards. Il a également évoqué les motivations ayant conduit la construction de ces écoles dans cette zone. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants sont en Gambie aujourd'hui en train d'étudier dans un système scolaire qui n'est pas le nôtre. Et soyez sûr et certain qu'un enfant qui étudie en Gambie, dans un siècle gambien, qui a un diplôme gambien, forcément, ce n'est pas au Sénégal qu'il va travailler. C'est des ressources humaines que nous perdons. Donc aujourd'hui, en construisant ces écoles, cela permet à ces enfants de revenir et de se connecter encore au système éducatif sénégalais. Alors l'impact, à mon avis, et il faut le reconnaître, c'est que ces écoles, une fois construites, vont reconnecter ces enfants dans le système scolaire sénégalais, mais également pousser également certains ménages qui rechignent à rentrer au Bercail parce que les enfants sont inscrits dans d'autres écoles, soit à Bignona, soit à Ziguinchor, soit dans d'autres localités où les enfants sont en train d'étudier. Aujourd'hui, si on construit une école, ça poussera ces parents d'élèves aussi à revenir au Bercail et à reconstruire. Avec ces nouvelles infrastructures, l'ANRAC espère désormais améliorer durablement les conditions d'apprentissage. Les résultats enregistrés dans cette zone se traduisent par une nette progression du niveau des élèves, preuve que l'investissement dans l'éducation reste l'un des leviers les plus efficaces pour bâtir une paix durable et préparer l'avenir de la Casamance. Et puis j'ai l'annoncé également en titre, le vice-amiral d'escadre Oumar Ouad a été officiellement installé dans ses fonctions de chef d'état-major des armées. La cérémonie d'installation a eu lieu à Dakar, au quartier Yalgop, au siège de l'état-major général des armées. Reportage à Dakar avec Arabi Yata. Nommé chef d'état-major général des armées le 12 février dernier, le vice-amiral d'escadre Oumar Ouad est officiellement installé à ses fonctions ce mardi 17 février 2026 au quartier Dial Diop. Il est le premier marin à porter ce titre et est le 17e du rang. Pour rappel, ce dernier doté d'expérience d'un parcours très riche et exemplaire a remplacé le général d'armée Mbaye Cissé, qui fut aussi au service du Sénégal. À l'occasion de cette cérémonie d'installation, le ministre des Forces armées liste ses attentes envers le nouveau CEMGA. Vous avez été façonné par un milieu d'exigence absolue, la mer. Les vertus acquises en servant dans ce milieu imprévisible et parfois hostile, à savoir anticipation, responsabilité, cohésion et humilité, vous seront également précieuses pour naviguer dans les temps agités que nous vivons actuellement. Après son installation officielle, le CEMGA Oumar Ouad définit ses priorités et aspire à continuer le travail de ses prédécesseurs dans le cadre de toujours être au service de la nation. Actuellement, les armées se situent à une période charnière de fin de cycle de renforcement capacitaire avec la finalisation du format 2025
et d'amorce du plan de consolidation 2025-2029 visant à combler certains déficits. La deuxième priorité vise à renforcer notre posture sécuritaire orientale face à l'instabilité persistante au Sahel et ses répercussions directes sur notre sécurité nationale. Ma troisième priorité consistera à adapter la politique des ressources humaines. Les nouveaux métiers militaires, cyberopérateurs, analystes IA, techniciens drones, spécialistes guerre électronique bénéficieront de parcours de carrière spécifiques avec des passerelles civiles pour maintenir l'attractivité. J'accorderai une attention particulière aux centres, écoles, instituts de formation et d'enseignement. Cette cérémonie marque l'officialisation de sa prise de fonction en tant que chef d'état-major général des armées. Après avoir reçu le drapeau des armées, le vice-amiral d'escadre, avec une fierté, rassure avec plusieurs axes développés sa volonté d'améliorer les conditions des militaires, mais surtout d'œuvrer pour la paix au sein de la nation. Actualité internationale, Aïcha Sall. Nous démarrons les actualités d'abord en national. Affaire judiciaire, le journaliste Pape Biram Ndiaye de la RTS a été arrêté mardi lors d'une conférence de presse du procureur. Il devient le 17e inculpé dans l'affaire Pape Cheikh Diallo. Ici, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment de capitaux. Comme ses co-accusés, il a subi un test de dépistage du VIH, résultat négatif pour Ndiaye et 4 autres suspects. En revanche, 12 personnes, dont l'animateur Pape Cheikh Diallo, ont été déclarées séropositives. Et puis, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président Diomaye Faye a procédé à 8 nominations concernant la présidence et plusieurs ministères. Présidence de la République, Tabaski Diouf devient président du Conseil de surveillance de la HAAS. Affaires étrangères, Salomon Djedjou, nommé directeur du CNEMS. Finances et budget, Assane Dir, nommé administrateur du Fonds spécial de soutien à l'énergie. Mamani Djité en devient président du conseil d'administration. Éducation nationale, Pape Abdou Dia, nommé directeur de la maintenance des constructions scolaires. Transport terrestre et aérien, Abdoul Aziz Mbodj, nommé président du conseil d'administration de la société AIBD SA. Urbanisme et aménagement du territoire, Pape Abdourahmane Dabo, nommé directeur général de la SNHLM. Elhadj Momodou Gueye, nommé directeur de l'architecture. En international, les délégations de l'Ukraine, de la Russie et des États-Unis se sont retrouvées à Genève les 17 et 18 février pour 2 jours de discussion. Les échanges ont été jugés difficiles et n'ont duré que 2 heures. Le second jour signe que le dialogue reste compliqué. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medensky, a confirmé que les pourparlers avaient été difficiles mais professionnels et qu'une nouvelle rencontre était prévue. Du côté ukrainien, Rustem Umerov a évoqué les petits progrès sans donner de détails, précisant que l'objectif restait une paix juste et durable. Les discussions se sont déroulées en 2 groupes de travail, l'un sur les aspects politiques, l'autre sur les aspects militaires. Selon le président Volodymyr Zelensky, un accord a été trouvé sur la quasi-totalité des points concernant la mise en œuvre et la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu avec la participation des États-Unis. Et puis, le Conseil de la paix lancé par Donald Trump en janvier à Davos a tenu sa première réunion ce jeudi 19 février à Washington. Initialement pensé pour coordonner la reconstruction de Gaza, il vise désormais à s'attaquer plus largement au conflit armé dans le monde. 32 pays, dont 5 en qualité d'observateurs, participent à cette session inaugurale. Sur près de 60 États invités, seuls 27 ont accepté, parmi lesquels l'Indonésie, la Biélorussie, l'Arabie Saoudite et la Kazakhstan. La participation reste limitée. 3 pays d'Amérique latine, 2 pays africains, le Maroc et l'Égypte, et seulement 2 États membres de l'Union européenne, la Hongrie et la Bulgarie. En résumé, cette première réunion marque le lancement officiel du Conseil, mais révèle aussi une adhésion restante par rapport aux ambitions initiales. C'est tout ce qu'on pourrait retenir des actualités. Merci Aïcha Sall pour l'actualité internationale. À tout pour cette édition. Merci de nous suivre sur La Voix du Sud. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.